Comment un seul navire a pu arrêter le commerce mondial pendant presque une semaine et faire perdre des milliards aux entreprises chaque jour? Il sera question du canal de Suez et de l'accident du porte-conteneur Ever Given, ainsi que des raisons pour lesquelles cela pourrait se reproduire. Abonnez-vous à la chaîne. Le canal de Suez se trouve en Égypte et relie la mer Méditerranée à la mer Rouge. Il raccourcit fortement le trajet entre l'Europe et l'Asie. C'est pourquoi des porte-conteneurs, des pétroliers et des navires transportant des matières premières y passent en permanence. Avant l'apparition du canal, les navires devaient contourner l'Afrique. Cela demandait beaucoup de temps et de carburant. Il existait aussi un itinéraire terrestre à travers l'Égypte, mais il imposait des transbordements et coûtait cher. Le canal résolvait ce problème directement. Des tentatives pour créer une voie navigable à travers l'Égypte existèrent déjà dans l'Antiquité. On connaît le soi-disant canal des pharaons, qui reliait le Nil et la zone de la mer Rouge en utilisant des portions de plans d'eau naturels. Avec le temps, il a été comblé par le sable. Au milieu du XIXe siècle, le projet a été porté par le diplomate français Ferdinand de Lesseps. Il a obtenu l'autorisation des autorités égyptiennes et a organisé le financement par la vente d'actions. Officiellement, l'argent existait, mais la politique faisait obstacle. Le principal adversaire était le Royaume-Uni, alors leader du transport maritime. L'ancien ordre lui convenait, et tout changement était perçu comme un risque. Il y avait aussi d'autres critiques. Ils parlèrent de possibles inondations et de problèmes sanitaires. La construction se déroulait dans le désert et était extrêmement difficile. Pendant longtemps, on creusait la terre à la main, et l'eau ainsi que la nourriture étaient acheminées sur de grandes distances. Les gens travaillaient sous la chaleur et tombèrent malades. Une partie des ouvriers mouraient à cause des conditions et des infections. Détail peu connu, aux premières étapes, on a utilisé le travail forcé de paysans locaux. Plus tard, sous la pression extérieure, cette pratique a été limitée. Pour accélérer les travaux, on a commencé à utiliser des excavatrices et des dragues. À l'époque, c'était une technologie nouvelle. Le canal n'a pas été creusé comme un simple fossé rectiligne. Il fallait redresser le tracé, élargir certaines sections, utiliser des lacs naturels et lutter en permanence contre l'ensablement. Le sable et la vase modifient rapidement le fond ici, donc le maintien des profondeurs est devenu une tâche permanente. Le canal a été inauguré en 1869. Sa longueur est d'environ 160 km. Il est devenu une frontière symbolique entre l'Asie et l'Afrique et a immédiatement eu un fort effet sur le commerce grâce au raccourcissement de l'itinéraire. Il existe un mythe fréquent selon lequel l'opéra Aïda aurait été écrit pour l'ouverture du canal. En réalité, la première a eu lieu plus tard. Mais l'idée d'un événement culturel a bien été discutée. L'Égypte cherchait à montrer au monde sa modernisation et la montée de son influence. Au début, les propriétaires étaient la France et l'Égypte. Ensuite, à cause des dettes, l'Égypte a vendu sa part au Royaume-Uni. Les Britanniques ont obtenu un contrôle stratégique sur une route majeure qui reliait l'Europe à l'Asie et aux territoires coloniaux. Fait intéressant, l'achat de la part égyptienne par les Britanniques a été mené très vite. Le Premier ministre d'Israël a mobilisé un financement bancaire et a bouclé la transaction en quelques jours. Ce n'était pas une longue campagne, mais une décision opérationnelle au plus haut niveau. Avec le temps, le canal a rapporté de plus en plus d'argent. Le rôle de cette route a particulièrement augmenté après la hausse des livraisons de pétrole depuis la région du Golfe Persique. Pour l'Égypte, c'était une source clé de revenus et un outil de politique étrangère. Quand l'Égypte a décidé de gérer le canal de manière autonome, un conflit est apparu, entré dans l'histoire sous le nom de crise de Suez. La navigation a été interrompue pendant un temps. Les grandes puissances sont intervenues et la situation a montré que le canal se transforme facilement en instrument de pression. Un autre arrêt prolongé a eu lieu plus tard à cause de la guerre au Moyen-Orient. Le canal est resté fermé pendant de nombreuses années. Des navires sont restés sur la route sans pouvoir sortir et leurs équipages y ont vécu pendant longtemps. Ces navires bloqués ont ensuite été appelés la flotte jaune, parce que les coques se couvrirent de poussière sableuse. Fait peu connu, les équipages ont organisé un échange de courriers et ont même émis des timbres artisanaux. Cela a duré des années. Après le déminage et la remise en état, le canal a de nouveau fonctionné, mais il est resté longtemps, en pratique, à voie unique. Les navires passaient par groupe selon un horaire,
et les convois opposés ne se croisaient que sur des élargissements ponctuels. Tout retard faisait rapidement gonfler la file d'attente. En 2015, l'Égypte a mené une grande modernisation. Ils ont approfondi et élargi une partie du chenal. Et ils ont aussi créé une section parallèle d'environ 72 km. La capacité a augmenté, mais tout le tracé n'est pas devenu à double sens. Il existe un aspect important mais peu évident du canal, il influence la nature. Par lui, des espèces de la mer Rouge pénètrent progressivement en Méditerranée. On appelle cela la migration lessepsienne, et cela change la composition des poissons et des invertébrés le long des côtes. Dans le monde moderne, le canal est critique à cause de la vitesse des livraisons. Beaucoup d'entreprises gardent des stocks minimaux et comptent sur des délais précis. Si la route est bloquée, le problème ne touche pas un seul produit, mais immédiatement des milliers de références dans différents pays. Au printemps 2021, le porte-conteneur Ever Given allait d'Asie vers l'Europe sous pavillon panaméen. À bord, il y avait environ 18 000 conteneurs. C'était de l'électronique, des vêtements, des meubles et des composants pour l'industrie. Le navire était très grand, environ 400 mètres de long. Dans les sections étroites du canal, les manœuvres sont limitées. Si le navire dévie de la ligne de route, il est difficile de corriger rapidement la situation, surtout avec du vent et une mauvaise visibilité. Le 23 mars, la météo s'est dégradée, une tempête de sable a commencé. La visibilité a chuté, les rafales de vent se sont renforcées. Dans ces conditions, le risque de perdre une route précise augmente, et toute action brusque peut aggraver la situation. Dans un canal étroit, le navire peut se comporter de manière instable à cause des particularités de l'écoulement de l'eau près des berges et à cause de la faible profondeur relative par rapport à la coque. En pratique, cela signifie que l'étrave et la poupe peuvent se décaler plus vite que l'équipe de conduite ne s'y attend. Selon les règles de passage du canal de Suez, des pilotes égyptiens montent à bord. Ils donnent des recommandations de manœuvre. En même temps, la responsabilité juridique, dans les cas contestés, retombe souvent sur le capitaine et l'armateur, ce qui crée des conflits après les accidents. Selon des publications de journalistes, 2 pilotes se trouvaient à bord de l'Ever Given, et des désaccords apparaissaient entre eux sur les actions à entreprendre. Avec le vent et la visibilité dégradée, cela a pu conduire à des décisions non coordonnées et à une perte de temps pour corriger la route. Au final, le navire a pivoté, l'étrave a heurté une berge et la poupe l'autre. Le navire s'est mis en travers et a totalement bloqué la circulation. Des cas similaires existaient auparavant, mais ici, la taille du navire a rendu la situation exceptionnelle. Juste après l'accident, une petite machine travaillait sur la rive, dont une excavatrice, qui est apparue sur des photos et s'est rapidement répandue dans les médias. Cependant, sur place, ils ont aussi commencé à rassembler des moyens sérieux, des remorqueurs et des dragues. Le problème était que la partie avant s'enfonçait profondément dans le sol. Un simple remorquage s'est révélé insuffisant. Pour déplacer le navire, il fallait à la fois réduire la charge et retirer une partie du sol qui retenait la coque. Pendant les tentatives de dégagement, des navires s'accumulaient des 2 côtés du canal. Ils ont dépassé les 400. Dans la file, il y avait des porte-conteneurs, des pétroliers, des navires avec du blé et des cargaisons chimiques. Le canal a, de fait, cessé d'assurer sa fonction principale. Les estimations des dégâts variaient, mais on citait souvent un calcul d'environ 10 milliards de dollars par jour, selon la valeur des marchandises retardées. Il est important de comprendre que ce n'est pas seulement de l'argent direct, mais aussi des pénalités, des contrats rompus et une hausse des coûts logistiques. Une partie des entreprises a décidé de ne pas attendre et a envoyé les navires autour de l'Afrique. Cela ajoutait environ 1 semaine de trajet, ou plus. Les dépenses de carburant et de rémunération des équipages augmentaient. Les risques augmentaient aussi à cause d'une route plus longue et de zones météorologiques supplémentaires. La rupture des plannings a déclenché une réaction en chaîne. Si la cargaison n'arrive pas, on ne peut pas la décharger et remettre les conteneurs en circulation. Si les conteneurs ne reviennent pas au port de départ, la prochaine vague de marchandises est retardée avant même le chargement. Ainsi, le retard se propage rapidement dans le système. Un sujet à part a été celui des pétroliers. Sur le marché du pétrole, les attentes comptent. Donc, les nouvelles du blocage ont fait monter les prix d'environ 5 à 7%. Même une petite hausse en pourcentage
représentent des sommes énormes sur le volume mondial du commerce énergétique. On a envisagé une décharge partielle du porte-conteneurs pour réduire le tirant d'eau, mais il n'y avait pas sur place de grues adaptées ni d'infrastructures pour enlever rapidement des milliers de tonnes de cargaison. On a donc choisi des méthodes réalisables avec les moyens disponibles. Ils ont commencé à pomper le carburant et l'eau des ballasts. Cela réduit la masse et permet à la coque de se relever légèrement. En parallèle, ils approfondissèrent le fond près de l'étrave en retirant le sol. Les travaux se faisaient sans interruption, car chaque heure d'arrêt augmentait la file d'attente. Le facteur décisif a été une forte marée. Le niveau de l'eau est monté, la coque a reçu une portance supplémentaire et les remorqueurs ont pu tirer le navire plus efficacement. La partie avant a été amenée vers une zone plus profonde, puis le navire a pu être pivoté et la voie a été libérée. Après la libération du canal, la circulation a repris, mais l'élimination de la file a demandé du temps. Les navires sortirent par groupe pour ne pas créer de nouveaux problèmes dans les sections étroites. Les ports en Europe et en Asie ont ensuite longtemps rééquilibré les horaires d'arrivée et de déchargement. Ensuite, les différends juridiques ont commencé. L'administration du canal a déclaré que la cause était un vent fort. La version d'une erreur de manœuvre a aussi été discutée. Dans ce type de situation, il y a rarement une seule cause. Le plus souvent, c'est une combinaison de météo, de procédures et de décisions prises à un moment précis. L'Égypte a demandé une indemnisation d'environ 1 milliard de dollars. L'armateur et les assureurs jugèrent le montant exagéré. Après négociation, ils se sont accordés sur environ 550 millions de dollars et une partie a été versée immédiatement pour libérer le navire. Après une longue immobilisation, le navire et l'équipage ont été relâchés et l'Ever Given a poursuivi son voyage. Plus tard, le navire a de nouveau franchi le canal sans incident. Mais l'histoire est devenue un signal important pour tout le secteur, car elle a montré la vulnérabilité d'une route clé. La principale conclusion concerne la manière dont les chaînes logistiques modernes sont organisées. Les entreprises gardent souvent un minimum de stock pour économiser sur l'entreposage. Cela fonctionne tant que le transport respecte le planning. Mais s'il y a une rupture, l'arrêt se transforme rapidement en pénurie et en hausse des coûts. Une autre conclusion concerne l'augmentation de la taille des navires. Les armateurs augmentent la capacité pour réduire le coût du transport d'un conteneur. Mais les goulets d'étranglement des infrastructures restent. Et plus le navire est grand, moins il y a de marge de manœuvre et plus les opérations de sauvetage sont difficiles. Un problème distinct est que beaucoup de sections du canal ne permettent pas d'organiser rapidement un contournement ou un demi-tour. Même après la modernisation, la majeure partie du tracé n'est pas devenu entièrement à double sens. Cela signifie qu'un gros accident peut encore bloquer complètement la circulation. Détail organisationnel peu connu, le passage par le canal était construit selon un planning strict de convoi. Les navires avancent en colonne et les flux opposés se laissent passer sur des élargissements spéciaux. Donc, un accident ne perturbe pas un seul passage, il perturbe tout le plan pendant de nombreuses heures à l'avance. Les limites météorologiques dans la région sont particulièrement importantes à cause des tempêtes de sable. Elles réduisent la visibilité et augmentent la charge latérale du vent sur la coque et les conteneurs. Avec une grande surface de flanc, même des rafales brèves peuvent modifier sensiblement la route dans une section étroite. Après l'accident, on a discuté d'un durcissement des règles. Parmi les mesures, on cite un accompagnement obligatoire par des remorqueurs pour les plus grands navires sur les segments difficiles, des limites de vent plus strictes, ainsi qu'une meilleure formation des équipages sur des simulateurs qui prennent en compte les spécificités du canal. On discute aussi de solutions techniques, des systèmes de contrôle du trafic plus précis, des capteurs supplémentaires et une modélisation numérique du passage. L'objectif est simple, comprendre à l'avance dans quelles conditions un navire précis peut franchir un segment en sécurité et dans quelles conditions il vaut mieux arrêter la circulation. La solution la plus directe est un nouvel élargissement et un nouvel approfondissement du canal. Mais c'est coûteux et complexe. Il faut maintenir en permanence les profondeurs, évacuer les déblais et renforcer les berges. Ces travaux ne se font pas une fois pour toutes. Le canal exige un entretien constant. L'Égypte reçoit du canal environ 5 milliards de dollars par an, donc pour le pays, c'est un actif stratégique. Mais pour le monde, autre chose compte davantage, c'est une partie de l'infrastructure globale. La vulnérabilité d'une seule route
devient un problème pour les producteurs, les transporteurs et les consommateurs sur différents continents. L'incident de Lever. Given a montré qu'un accident rare peut coûter plus cher qu'une série de petits retards. Le système est conçu pour un flux continu. Quand le flux s'arrête, les conséquences accumulées se manifestent longtemps, même après la reprise de la circulation. Il est aussi devenu évident que la responsabilité et les règles de pilotage doivent être clarifiées. Si le pilote donne des recommandations obligatoires, il doit exister des procédures transparentes indiquant qui prend la décision finale et comment les ordres sont consignés. Cela réduit le risque et simplifie les enquêtes. Pour le spectateur, cette histoire est importante parce qu'elle explique pourquoi les prix et les délais peuvent changer sans raison visible. Le problème a commencé en Égypte et les conséquences ont été ressenties par des magasins, des usines et des entreprises de transport partout dans le monde. Ici, la géographie se transforme directement en économie. La probabilité d'une répétition demeure, car les navires continuent de grandir et le canal ne devient pas plus large de manière uniforme sur toute sa longueur. Donc il faut des mesures qui augmentent à la fois la sécurité et qui ne paralysent pas le flux à chaque dégradation de la météo. Le canal de Suez reste une route critique et l'accident de Lever Given est devenu un exemple parlant de la sensibilité du commerce mondial aux pannes en un seul point. Le canal accélère les transports, mais exige des règles strictes, de la discipline et des investissements dans la sécurité. Abonnez-vous à la chaîne et écrivez dans les commentaires qui, selon vous, doit porter la responsabilité principale dans ce type d'incident, le capitaine, les pilotes ou l'administration du canal.